s'est mis d'accord sur la langue qu'on parle, qu'on dit que ce sur quoi je suis assis s'appelle un tabouret, on est d'accord, on commence à partager le même rêve, d'accord? Et donc l'une des premières choses qu'on va nous apprendre, c'est comment on rêve ici. Et chacun va recevoir des informations différentes selon la famille dans laquelle vous naissez, selon la ville dans laquelle vous naissez, selon l'époque à laquelle vous arrivez, selon le pays dans lequel vous allez grandir, vous allez recevoir des informations différentes, d'accord? Et ceux qui nous apprennent à rêver, c'est ceux qui nous ont précédés. Donc ça peut être nos parents, ça va être également nos enseignants, ça peut être nos frères, nos sœurs, ça peut être notre famille. Tous les gens qui nous ont précédés vont nous expliquer comment on rêve ici. Comment ça se passe pour nous apprendre à rêver? C'est ce que Miguel appelle le processus de domestication, que nous on appelle également éducation. On verra pourquoi il a un terme un petit peu différent. Le processus de domestication commence toujours par capter notre attention. Ça, c'est vraiment le point de départ et c'est pour ça que la maîtrise de l'attention est la première étape chez les Toltecs. On va capter notre attention en nous disant Gabin, écoute-moi, Gabin, regarde-moi, Gabin, c'est important, Gabin, il faut que tu saches, d'accord? Donc les autres vont essayer de capter mon attention. Et ça, on le voit, notre attention coûte très cher, on en reparlera aujourd'hui en tant qu'adulte, il y a des gens qui payent très très cher pour capter notre attention, c'est ce qu'on appelle des publicitaires. On en reparlera. Et vous allez voir que ça marche quand on est enfant, mais également plus tard. On capte notre attention et l'enjeu est tellement grand qu'on va même nous apprendre en tant qu'enfant que, voilà, arrivé à 3 ans, on va s'asseoir avec un groupe de 10, 15, 20, 30 autres petits-enfants du même âge et qu'il faut écouter la personne devant qui parle. Même si la vie en nous fait qu'on aurait envie de faire plein d'autres choses, non, il faut qu'on porte notre attention ici. Donc l'environnement va essayer de capter notre attention à tout prix. Une fois qu'on a capté notre attention, on va nous donner une information. Là, le terme information, il est essentiel parce qu'il n'a aucune connotation. Il n'est ni négatif ni positif. Une information, c'est neutre, d'accord? Donc on va me dire par exemple, quand je suis petit, tu sais Gabin, c'est important, il faut que tu saches, dans la vie, il faut être gentil avec les grandes personnes. Il faut être poli. Et on va me donner tout un tas d'informations. On peut par exemple me donner des informations sur l'argent, comment marche l'argent. Mais tu sais Gabin, on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut parce que l'argent ça ne tombe pas du ciel. Et puis l'argent, il faut travailler dur pour l'obtenir. Et puis tu sais Gabin, dans la vie, il faut quand même bien travailler à l'école parce que la vie n'est pas si facile que ça. Donc il faut que tu aies des bons résultats. Et avec ces bons résultats, tu vas pouvoir faire de bonnes études. Avec ces bonnes études, tu pourras obtenir un très bon travail. Avec un très bon travail, tu pourras avoir un bon salaire. Un bon salaire te donnera vraiment une bonne situation. Avec cette bonne situation, tu pourras rencontrer une bonne personne, vous allez pouvoir fonder une belle famille, vous allez pouvoir acheter un premier petit quelque chose au départ et puis peut-être qu'après vous ferez construire une maison, puis peut-être que vous aurez un labrador et puis peut-être qu'après vous aurez 2 enfants qui seront dans des chambres avec telle et telle couleur et puis avec un monospace, etc. On va nous donner des informations, d'accord? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont nous donner des informations consciemment avec la parole, mais tout notre environnement, inconsciemment, on baigne dans un champ d'informations. Quand on est petit, on observe le monde autour de nous et on intègre ces informations. D'accord? Vous savez, ces fameuses phrases « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Donc il y a tout un tas d'informations qui nous entourent et en tout cas on essaie de capter notre attention pour nous donner ces informations. Ces informations on nous les donne mais quand on est enfant ça rentre par là et ça ressort par là. Donc on va nous répéter ces informations. Il va nous répéter les informations essentielles. Tu sais Gabin, c'est important d'être gentil avec les grandes personnes, c'est important d'être poli. Et ces informations, on nous les répète jusqu'à ce que nous donnions consciemment ou inconsciemment notre accord. Pour que nous puissions retenir, garder une information, nous devons y donner notre accord. C'est-à-dire que, sans même qu'on s'en rende compte, quand on est enfant, là on parle des premières années de vie, il y a un moment donné, je vais dire « Ok, je vais être gentil avec les grandes personnes. » Et donc être gentil, si je prends un exemple personnel, pour moi c'était par exemple dire « s'il vous plaît » et « merci » quand je faisais des demandes. Et quand j'étais petit, j'ai encore ce souvenir, pour moi c'était vraiment magique. Si je mettais « s'il vous plaît » et « merci » derrière ma demande, c'était exaucé, quoi. Il y avait vraiment un pouvoir. Donc j'ai donné mon accord, c'est-à-dire que j'ai eu foi en ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que j'ai cru, j'ai accorder le pouvoir de ma croyance à cette information. Et à partir du moment où je lui donne ce pouvoir, cette croyance, elle entre en moi, je la retiens. Et donc, tout ce processus,
Vous voyez que c'est exactement le même quand on est adulte, hein. On parlait en rigolant des publicitaires, mais si on fait un tout petit détour pour voir que rien n'a changé, que nous sommes de grands enfants, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de capter votre attention, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. On essaie de vous proposer des contenus qui vont, ce qu'on appelle, capter du temps de cerveau disponible, d'accord? Donc ok, je suis focalisé là-dessus. Et au milieu, on va essayer de venir nous glisser une information, une publicité. Donc au moment les plus émotionnels, là où on est capté, on va essayer de vous transmettre une information. Et ce qui est intéressant, c'est que cette information, on ne la reçoive pas qu'une seule fois. Les publicitaires l'ont très bien compris, il faut un nombre de répétitions assez important pour que ça rentre en nous. Ce qui va se passer, c'est que cette répétition peut nous amener à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, nous amener à donner notre accord à cette information sans qu'on soit totalement conscient des petites lignes que ça implique. On en parlera tout à l'heure. Je trouve ça par exemple intéressant dans les publicités pour les voitures, qu'on mette toujours une voiture dans un environnement hyper dynamique, avec toujours soit une femme très sexy, soit un homme très musclé, très aventurier, etc. Quel est le rapport entre une voiture et ça? C'est qu'inconsciemment, en fait, votre cerveau est en train de faire un lien, cette information, il est en train de l'intégrer. Et donc, avoir telle voiture, c'est être telle personne, c'est avoir telle valeur. C'est intéressant aussi les publicités de parfum qu'on nous montre des gars hyper musclés avec des coupes qui soulèvent des coupes. On parle d'un parfum. C'est quand même intéressant la manière dont on travaille ces informations. C'est qu'il y a des petites lignes derrière ces informations, c'est qu'elles ne sont pas forcément tout le temps neutres. Pourquoi est-ce que ça, on ne l'a pas appelé l'éducation dans la sagesse Toltec? Puisqu'il y a un processus qui suit continuellement ces 4 étapes, c'est le processus de punition et de récompense. On me donne une information, quand je me conforme et que j'accepte cette information, on me récompense. On me dit, bah, c'est bien Gabin, tu as été un gentil garçon. Ça peut être par des paroles ou ça peut être par de l'attention, ça peut être par un regard, ça peut être par un sourire, ça peut être par un cadeau matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis enfant, je ne reçois pas simplement une parole, je ne reçois pas simplement un sourire, je ne reçois pas simplement un cadeau. Ce que je reçois inconsciemment, c'est que je suis aimé, je suis reconnu, je suis accepté. Et ça, en tant qu'enfant, on sait intuitivement que c'est essentiel à notre développement. Et donc, c'est un besoin évident et très important pour notre propre survie. Et donc, on est prêt à tout pour obtenir ces récompenses. On est même prêt à ne plus forcément écouter ce que notre intériorité nous dit et à nous conformer selon ce qu'on nous a dit être bien, de penser certaines choses, de dire certaines choses, de nous comporter d'une certaine manière. En face, vous avez le processus de punition, c'est-à-dire que quand je n'intègre pas les règles ou les informations qu'on me donne, je vais recevoir des punitions. Donc ça peut être un manque d'attention, on peut me priver d'attention, on peut me priver de certaines choses matérielles, ça peut être des paroles qui vont avoir un impact sur moi, ça peut être également des gestes, des choses plus ou moins violentes. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène de punition-récompense, il est tellement essentiel à notre développement que petit à petit, arrivé l'âge de raison, aux alentours de 6-7 ans, l'enfant et le cerveau commencent à développer cette capacité à se projeter dans le temps et à faire des liens de cause à effet. De dire, ok, donc en fait, j'ai envie de faire ça, mais si je fais ça, il va y avoir telle conséquence, alors qu'en fait, si je fais ça, il y aura telle conséquence. Alors oui, je voudrais faire ça, mais je voudrais ces conséquences-là. Et donc, je vais commencer un peu déjà intérieurement à douter. Il y a plusieurs voix qui vont entrer en moi. Et la plupart du temps, je vais me conformer à ce que l'extérieur attend de moi, puisque les récompenses sont tellement importantes, soit l'obtention de récompenses, soit éviter les punitions. C'est tellement important pour moi que je suis même prêt à mettre de côté ma petite voix qui me dit quoi faire, un peu cette sagesse intérieure qui me guide, pour me conformer comme les autres attendent que je me comporte. Et ce qui est intéressant, c'est que va naître à ce moment-là les premières peurs liées justement à ne pas obtenir les récompenses ou recevoir des punitions. Et donc si je commence à avoir peur de ça, il y a une partie en moi qui va complètement intégrer ce processus et c'est l'époque où on n'a plus besoin d'être domestiqué par l'extérieur, mais on va commencer à s'auto-domestiquer. S'auto-domestiquer, c'est quoi? C'est commencer à se dire, ok, donc si je me comporte comme ça, tel résultat, si je me comporte comme ça, tel résultat, et je vais commencer à juger. D'accord? Ce processus-là va donner naissance en nous ce qu'on appelle dans la sagesse Toltec le parasite intérieur. Alors parasite intérieur, pendant longtemps, je ne l'ai pas utilisé puisqu'il y a une connotation négative. Mais c'est vraiment à voir d'un œil neuf, d'un œil neutre. C'est simplement cette partie en nous qui va
parasiter la pleine et entière expression de qui nous sommes, avec cette petite voix qui nous dit non, fais pas ça, non, fais pas ça, t'es pas assez comme ci, t'es trop comme ça. On va en parler un petit peu plus. Et donc ce parasite intérieur, c'est un peu ce phénomène d'auto-sabotage. On utilise également dans les courants de développement humain ou spirituel le terme d'ego. L'ego à nouveau n'est pas du tout négatif. L'ego, c'est la manière dont se construit et se structure ma personnalité pour me permettre d'interagir avec le monde qui m'entoure en pleine sécurité. D'accord ? Donc je vais commencer à avoir par exemple certains masques sociaux ou à développer certaines habitudes ou à me construire une personnalité basée sur des croyances et qui va s'exprimer dans mes comportements. Et cette carapace, cette armure au départ me protège et puis à un certain moment dans ma vie me limite. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on découvrira ce soir, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce qui nous limite. Parasite intérieur, il s'appuie sur ce qu'on appelle le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est toutes les informations auxquelles nous avons donné notre accord. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'une information soit vraie ou pas, si j'y donne mon accord, elle s'inscrit dans mon livre de la loi et pour mon parasite intérieur, pour mon ego, pour ma personnalité, ce qui est dans mon livre de la loi ne peut être que vérité. Même si on me dit... on va prendre l'exemple de l'argent, c'est un peu risqué puisque c'est un sujet sensible, mais en tout cas je trouve qu'il illustre bien ça. L'argent, si on me dit, tu sais Gabin, c'est vraiment très difficile de gagner de l'argent, il faut vraiment en baver, ça tombe pas du ciel, etc. Que ça soit vrai ou pas, si je donne mon accord à cette information, ça rentre dans mon livre de la loi. Et dans mon livre de la loi, il y a une partie en moi qui fera tout pour me donner raison. Et pour donner raison à ce livre de la loi. D'accord ? Donc je suis même prêt, 30, 40 ans plus tard, à vivre des expériences de manque d'argent simplement pour être fidèle à cette croyance. Et la plupart de nos informations sont l'héritage à la fois culturel des différents rêves, mais sont également une empreinte physique en nous. Le livre de la loi va construire et va donner naissance à ce qu'on appelle des images de perfection, puisque vous allez le percevoir, mais dans le livre de la loi, il y a des milliers et des milliers d'accords, des milliers d'informations. Et donc, pour me représenter tout ça, je vais simplement créer des images de perfection. Ces images de perfection, c'est ce que je crois devoir être pour être aimé, accepté et reconnu par les autres. Et donc, ces images de perfection, on en a tous des centaines et des centaines. Notre environnement nous bombarde continuellement d'images de perfection. C'est, Gabin, tu sais... Pour être un bon garçon et pour être un homme fort, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être triste. Un garçon et un homme, ça ne pleure pas. D'accord ? Et donc ça, je me projette cette image de perfection. Et donc moi, petit garçon, je me construis avec cette croyance qu'un homme fort, et celui que je vois dans les films, dans les dessins animés que mon environnement me partage, c'est cet homme-là qui ne ressent jamais de tristesse, qui ne pleure jamais, qui n'a jamais peur. Mais comment je fais quand intérieurement, je ressens de la tristesse, quand je ressens de la peur ? Et que j'ai cette image-là qui me dit « Mais non, en fait, si je suis ça, entre guillemets, je suis faible, ou je ne suis pas à la hauteur de ce que les autres pourraient attendre. Et donc, je ne peux pas me montrer aux autres comme ça. Et donc, je vais commencer à avoir une différence entre qui je suis quand je suis moi avec moi-même et qui je suis et comment je me montre à l'extérieur, au monde qui m'entoure. Je vais commencer à mettre certains masques sociaux. Je vais dire, non, j'ai pas peur et je ressens pas de tristesse. Mais à un moment donné, ces masques, je les ai tellement utilisés qu'ils commencent à me coller à la peau et que je n'arrive même plus à faire la différence entre mes masques sociaux et qui je suis vraiment. Ces images de perfection, elles vont donner naissance à l'intérieur de nous à une partie pour laquelle son rôle est de juger. Cette partie, son job, c'est de juger toutes nos incohérences, toutes nos différences entre nos belles images de perfection. Il faut avoir tel corps, il faut avoir telles émotions, il faut avoir telle situation professionnelle, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et donc, en nous, il y a une partie qui va continuellement nous juger, qui va dire, toi, en fait, tu n'es pas assez grand ou tu es trop grand, tu n'es pas assez intelligent. Tu n'as pas assez fait d'études, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de réseau, tu n'es pas assez compétent, tu n'as pas assez de connaissances, tu n'es pas assez blanc, tu n'es pas assez noir, tu n'es pas assez ou tu es trop. D'accord ? Et cette partie-là, c'est la première phase d'une pièce. La deuxième, c'est qu'il y a forcément une partie en nous qui va recevoir ces jugements. C'est une partie en nous, cette partie victime, qui va donner son accord au jugement émis par ce juge intérieur. Qui va dire, c'est vrai que là, j'ai quand même sacrément foiré. C'est vrai que je suis nul.
c'est vrai que je ne suis pas à la hauteur. Peut-être c'est vrai que j'y arriverai jamais. Peut-être que je ne suis pas aussi bien que les autres. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que je ne mérite pas. C'est toute cette partie en nous qui va un peu s'apitoyer sur nous-mêmes. Et ce phénomène-là, il va petit à petit créer à l'intérieur de nous ce qu'on appelle du poison émotionnel. Le poison émotionnel, c'est cette souffrance qu'on peut ressentir, c'est ce mal-être. C'est intérieurement de se dire, quand même, pas forcément facile tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est dans un système, quand on parle de juge, de victime, on est dans un système qui est assez injuste quand même. La justice, ce serait, je fais une erreur, une fois, et je vais en payer une fois le prix, une fois les conséquences. D'accord ? Ok, là j'ai foiré, je peux prendre mes responsabilités ou pas, en tout cas j'assume les conséquences de. Ça c'est entre guillemets un système juste. Notre système intérieur et notre juge intérieur, et là où il est injuste, c'est que à chaque fois que je vais repenser à cette fois où je me suis foiré, je vais à nouveau me rejuger et je vais à nouveau en payer les conséquences. Et je peux faire une erreur à la vingtaine par exemple et me juger des milliers et des milliers de fois tout au long de ma vie. À chaque fois que j'y repense, je me dis là j'ai été nul. Et de m'infliger un peu cette punition, cette sanction, cette souffrance. Ce système-là, là on est dans la maîtrise de l'attention, voir les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont. Donc c'est vraiment regarder avec honnêteté ce qui pourrait dysfonctionner à l'intérieur de nous et ce qui pourrait créer un peu cette souffrance. Le tableau peut paraître noir, mais ce système-là a vraiment de très bonnes intentions. Vous vous rappelez, le parasite intérieur prend naissance quand je commence à faire l'expérience des punitions et des récompenses et que je veux obtenir un maximum de récompenses et éviter un maximum les punitions. Donc ce système-là, il est d'après lui à mon service. Mais si je fais tout ça, c'est pour toi. Si je te juge aussi sévèrement, c'est parce que les autres ne vont pas te louper. Et que mieux vaut, toi, te dire des milliers de fois devant la glace, t'es moche, plutôt que sortir et être vraiment moche et que tout le monde le pense. Si je fais ça, c'est pour toi, c'est pour te protéger. Mais est-ce que c'est une vraie protection qu'on a ici ou est-ce que c'est une illusion, une histoire qu'on se raconte, un rêve dans lequel on s'enferme qui nous fait de plus en plus souffrir et qui nous coupe de plus en plus de qui on est et de la vérité qu'on sait être venu incarner en ce monde. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce processus continue également à l'âge adulte et on a besoin de personnes dans notre environnement pour entretenir ça. Cette autodomestication, ce parasite intérieur continue sans même notre accord, notre conscience, sans qu'on ait besoin d'y diriger des ressources. C'est comme quelque chose d'automatique intérieurement. D'accord ? Et ça va donner naissance à tout un tas de petites voix dans notre tête qui vont nous répéter à longueur de temps ce qu'on devrait être, ce qu'on n'est pas assez, ce qu'on est trop. C'est ce que les Toltecs appellent le mythoté. Le mythoté, c'est ce grand bazar dans lequel nous vivons avec toutes ces voix qui nous coupent de la réalité réelle, qui nous enferment dans notre propre cocon, dans nos propres dysfonctionnements, dans notre rêve de souffrance. Ça, c'est ce que les Toltecs appellent le rêve de l'enfer, le rêve de la première attention. Le rêve de la première attention, c'est quand je ne connais pas les conséquences des informations auxquelles je donne mon accord. Quand je suis petit et que je me dis, que j'observe mon environnement et que je me dis, bah oui, il faut être gentil avec les grandes personnes, et il faut être poli. Je ne sais pas que 30 ans plus tard, peut-être que cette croyance-là et la fidélité que j'ai envers cette croyance peut me pousser devant mon patron à ne jamais oser m'affirmer. À tout le temps être gentil, à tout le temps être poli et à ne jamais arriver à être moi-même. Ne jamais arriver à mettre de limites, de dire stop, de dire non, parce que j'ai intégré que quelqu'un de gentil, de quelqu'un de poli, c'est quelqu'un qui dit oui. Et donc ça, c'est un peu les petites lignes. Vous savez, une information est neutre, mais elle a certaines conséquences. Donc c'est un peu les petites lignes du contrat qu'on n'a pas su lire quand on était enfant. On n'avait pas les ressources, pas le discernement nécessaire. Vous allez voir qu'en tant qu'adulte, on a ces ressources-là. Et donc toute la question, c'est à quelles informations est-ce que je donne mon accord ? Le rêve de la première attention, c'est quand vous croyez ce à quoi vous avez donné votre accord. Sans aucun discernement. C'est un peu comme si on vous donne des graines et qu'on ne vous explique pas que ces graines-là, en fait, quand vous les jetez comme ça, qu'elles tombent dans un terreau favorable, qu'elles reçoivent des ressources telles que de la lumière et de l'eau, elles vont se planter, elles vont faire des racines et elles vont donner naissance à une certaine flore. Et que cette certaine flore va
continuer à grandir, même sans nous, puisqu'elle reçoit les ressources dont elle a besoin, et que cette flore va attirer une certaine faune, et que ce jardin, c'est le rêve dans lequel j'évolue au quotidien. C'est ma réalité. Et donc je jette ces graines-là, ok, donc l'argent, difficile à obtenir, il faut être gentil avec les autres, il faut être grand et costaud, un homme, ça n'a pas peur, une femme, ça ne se met pas en colère, et toutes les croyances, je les sème, et à un moment donné, je me retrouve dans le jardin et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne me ressemble pas, c'est pas là où j'avais envie d'être, c'est même plus qu'un rêve, c'est plutôt un cauchemar. Comment est-ce que je fais pour sortir de là ? La première étape, c'est prendre conscience que c'est nous-mêmes qui avons semé ces graines. Comment est-ce qu'on sème une graine ? C'est une information que nous recevons à un moment donné à laquelle nous décidons de donner notre accord conscient ou inconscient. Et donc le premier pouvoir à reprendre, c'est celui de donner nos accords aux informations que nous souhaitons. C'est quand je sais, ah bah tiens, tu me donnes telle graine, donc elle, si je la sème, si je la plante, ça va donner ça et ça. Ok, bah ça j'en veux bien, alors j'en veux pas ici, mais par contre j'en veux là. Et je vais commencer à semer mon propre jardin. C'est ce que les Toltecs appellent le rêve de la seconde attention. Le rêve de la seconde attention, c'est quand vous choisissez de croire ce que vous voulez, y compris le fait de croire en vous-même. Il y a une croyance